Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des rencontres de Christophe sur Aki Télé. Nous les avons tous reçus depuis le mois de juin, des politiques, des artistes, des hommes d'affaires. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition de changer totalement de registre. Nous allons nous occuper de votre santé et dans le contexte de l'année 2020, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous en avons besoin. L'homme dont nous allons parler fut bankable, comme on disait, dans les années 80. Il était un des rois de la pub, et puis subitement, métamorphose, il est devenu quelqu'un qui vous soigne par l'hypnose, qui vous soigne également par la sonothérapie, et qui est un coach de talent. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui ce bel homme, de plus de 60 ans, mais en pleine forme, qui s'appelle Richard Cassonnet. Richard, on se connaît depuis des années, et j'ai un immense plaisir à passer une trentaine de minutes avec toi. Je disais bankable parce qu'effectivement, tu l'étais dans les années 80. Tu as travaillé sur Hebdo Gironde, on rappellera et tu vas nous rappeler ce que c'était. Tu as travaillé chez Top Concept, tu as été à l'origine des grandes manifestations qui se déroulent à 2 pas d'ici, les Épicuriales en particulier. Et tu as travaillé aussi avec quelqu'un qui est aujourd'hui dans le milieu du spectacle, tu vas nous en dire quelques mots. Alors, d'abord, raconte-moi un petit peu ces années d'or, cet âge d'or des années 80 où tu vendais de la pub. Ça a commencé dans les années 70, je crois. Alors ça a commencé même un peu avant, Ouais. parce que la publicité, je l'ai commencé avec un métier qui n'existe plus, peintre en lettres. Alors, tu faisais de la pub, tu peignais des lettres. Je peignais des lettres, et je faisais des dessins, je faisais des peintures, parce que les affiches étaient peintes à l'époque. Tu es un enfant de la malle, on va dire, parce que tu as tout appris tout seul, pas de grosses études. Alors là, j'ai eu un CAP, un BP, en Oui. tant que peintre en lettres. C'est un métier qui a disparu. Ouais. Quelques années après, remplacé par des techniques, moi je n'adhérais pas. Donc j'ai changé de métier, et mon père étant dans le bâtiment, peintre en bâtiment, il avait une entreprise, et il m'a demandé de faire des études de peintre décorateur. Tu es bordelais. Je suis bordelais. Tu es né dans quel quartier? Je suis né sur les boulevards, D'accord. à côté de la caserne d'Aix-en-Trailles. Qu'est-ce qui t'amène à travailler sur ce gratuit? Hebdo Gironde, c'était le gratuit qu'on distribuait à plusieurs milliers d'exemplaires sur toute la Gironde, comme son nom l'indique, qui cartonnait. Je crois qu'il y avait un concurrent qui s'appelait Carillon. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc la source d'information, c'était les gratuits. Comment tu y rentres sur Hebdo Gironde? Alors comment je suis rentré avec de Gironde? Mais au départ, par l'envie de faire de la publicité. Par envie de faire de la publicité, parce que c'était un journal gratuit de publicité et de petites annonces. Donc j'avais une amie qui travaillait dans ce journal, mais à la concurrence, à Carillon 33, et c'est elle qui m'a donné le goût d'aller partager avec elle le milieu bordelais de la publicité. Et très rapidement, tu drives une équipe à Langon, c'est cela? Tout à fait, j'ai commencé par Langon, tout seul, dans un bureau, la première semaine où le journal est sorti, c'était 4 pages, qu'avec des petites annonces. Et on va dire 1 an après, j'avais beaucoup de clients qui m'ont donné leur confiance, qui m'ont accompagné, et ça s'est développé. Je suis resté 5 ans sur Langon, j'ai créé des animations, j'ai monté une équipe, 3 commerciaux, une secrétaire, et j'ai passé des moments vraiment très très agréables en connaissant tout le tissu économique de la région et en partageant beaucoup de choses avec elle. J'ai créé donc aussi une foire à Langon, ce qui permettait aux annonceurs de se retrouver physiquement sur des lieux. Dans ces années-là, tu as quel âge? 25 ans, 26 ans? Oui, c'est ça, j'ai 25 ans. J'ai D'accord. 25 ans. Tu te révèles à toi-même, on peut le dire ainsi. Ben, je me suis découvert une passion, je me suis découvert un don pour ce genre de choses, et surtout la communication, la relation avec les autres. Et donc très vite, on va te confier d'autres responsabilités. Tu viens à Bordeaux, la capitale régionale, et là, tu es responsable des grands comptes. Voilà, responsable des grands comptes et des agences de publicité, ce qui à l'époque était quelque chose d'important pour le journal. Et puis des gros comptes, des gens qui avaient des gros budgets en termes de publicité. Donc j'ai développé aussi des portefeuilles sur Bordeaux. On m'a demandé par la suite de monter à Paris aussi. Je suis monté à Paris, mais je suis bordelais, mes racines sont ici, ma famille était ici, je n'avais pas du tout envie de rester à Paris. Donc j'y suis resté quelques temps, le temps de lancer effectivement des produits bien particuliers pour le groupe Comareg. Et après, on m'a proposé des postes dans la région, à Toulouse, à Agen, etc. Je suis toujours resté à Bordeaux, c'était ma ville. Et beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Tous mes clients, c'était mes amis. Pour la petite anecdote, par exemple, pour mon anniversaire, on m'a prêté
une boîte de nuit à Bordeaux. J'ai eu comme sponsor aussi un Leclerc qui a offert tout ce qui était nourriture, un autre en Intermarché, tout ce qui était boisson. Et j'ai invité jusqu'à plus de 800 personnes, donc c'était quelque chose de très sympa pour mon anniversaire. Voilà, donc j'avais le retour aussi de mes clients. Tu es naze de la négociation, j'imagine que ton héros à l'époque c'est Bernard Tapie. On peut Voilà, l'imaginer. Bernard Tapie et Séguéla, qui était l'empereur Fils de la de publicité. pub. Et voilà, exactement. Et c'était des images pour moi très très importantes. Tu vas gravir les échelons, tu vas quitter Hebdo Gironde. Là, tu arrives à Top Concept, comme nous le disions dans la présentation. Tu montes des gros événements à Bordeaux qui existent toujours. Tu nous en dis 2 mots. Alors, Top Concept, c'était la production audiovisuelle. J'ai appris à faire des films parce que mon but était de devenir directeur de clientèle. Je n'avais pas fait d'études dans le monde de la pub. Et j'avais besoin d'apprendre aussi les diverses techniques de la publicité. Et le film faisant partie d'une des techniques, je suis rentré dans une entreprise de production audiovisuelle où j'ai appris à faire des films. Mon positionnement était d'être commercial, de vendre, d'aller chercher des clients. Donc j'ai travaillé pour l'aérospatiale, j'ai travaillé pour le CAPE, j'ai découvert des budgets sur l'histoire aussi. Et une fois que j'ai bien maîtrisé l'audiovisuel, ben, je suis passé dans l'autre côté, la création d'événements. Et là, j'ai travaillé avec Jean-Marc Dumonté. Ouais. Jean-Marc Dumonté. Tu changes de boîte, là c'est Calios. Là, je change de société. Oui. C'est Calios. Donc, Jean-Marc Dumonté étant le patron de Calios, j'ai travaillé avec lui sur la création du marché de Noël, des Épicuriales, du Bon Goût d'Aquitaine, et d'autres grosses manifestations. Une qui s'est faite à Saint-Cyr-sur-Gironde, qui a été un rêve d'enfant aussi, où j'ai recréé un village d'Indiens, un village du Far West. Donc j'ai fait venir des Indiens du Canada, de Chicoutimi, puisqu'à l'époque aussi on avait fait un marché de Noël avec le Québec. J'avais connu des Indiens, je les ai fait venir donc, pour cette opération, avec des chevaux à Palouza, etc., avec le club Harley de Bordeaux, et reconstruire un village dans l'esprit de l'Ouest américain, où le bar devenait un saloon, où effectivement des tipis étaient montés pour les Indiens. Voilà. Donc ça, c'est des rêves d'enfant que j'ai pu réaliser grâce à la publicité. Donc ça a été des années de rêves que j'ai pu vraiment concrétiser et dans lesquels je me suis retrouvé pleinement heureux. Marque de fabrique, la créativité, la remise en question, ça va nous amener bien évidemment à la facette du personnage que tu es aujourd'hui, mais tu nous dis là encore 2 mots sur la raison qui t'entraîne à quitter un monde finalement qui était très attrayant dans lequel tu te complaisais. Nous sommes à la cinquantaine, donc tu as commencé ce métier, on l'a dit, vers 25-26 ans, donc 25 ans plus tard, il y a plusieurs événements qui vont te faire changer d'orientation à 360 degrés. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'accompagnais beaucoup de clients. Je suis rentré donc après avoir travaillé dans la création d'événements. Je suis rentré dans l'agence de publicité et dans l'agence marketing. Ouais. Donc j'ai fait une formation dans le marketing et j'ai travaillé dans le marketing opérationnel. J'ai créé là des contacts avec d'autres entreprises, suivi de budget, développement, communication interne, communication externe, et contact aussi donc avec les gens de l'entreprise. Donc c'était du B2B, communication B2B. Cette communication était le but que je recherchais, c'est-à-dire que là je devais maîtriser tout au niveau de la publicité. Tu es un ambitieux, mais un perfectionniste aussi. Et un curieux de la vie. Ouais. Un curieux de la vie. Ouais. Je crois qu'on n'a pas de limite lorsqu'on ne se met pas de barrière. Mais ces limites, tu les as touchées avec la mort de quelques-uns de tes amis dans ces années-là, et c'est ça qui te fait changer. C'est ce qui a transformé ma vie, effectivement, arrivé à 50 ans. Mais j'ai 5 de mes meilleurs amis qui sont morts à l'espace de 3 mois. Des clients, avec qui je travaillais beaucoup, mais avec qui on faisait aussi beaucoup la fête. Et puis des amis d'autres niveaux, des restaurateurs. C'est quoi les fêtes de Richard Cassolet dans ces années-là? Il n'y a pas de limite? C'est comme dans le boulot? C'est pareil, ouais, j'aime beaucoup la fête, beaucoup travailler, la fête, c'est pour se détendre. Alors le sport, un petit peu, Ouais. la fête, la convivialité, les sorties. T'es le bel homme qui attire les femmes aussi à cette époque-là, il faut le Oui, dire. Tu es modeste, tu ne le diras pas. Mais Ça, toi, tu me connais depuis fort longtemps, mais bon, je ne saurais dire. tu brilles de 1000 feux sur le terrain de la séduction. Mais écoute, je te remercie, je ne me voyais pas comme ça, mais écoute, pourquoi pas. Mais effectivement, j'aime le contact humain, j'aime les gens, j'aime les femmes aussi, bien sûr, c'est évident. Mais j'avais besoin... Elles ont été un plus ou un moins pour toi, les femmes? Ah, elles m'ont enrichi, Ouais. sur tous les plans, intellectuellement, humainement, émotionnellement.
Donc je dois beaucoup aux femmes. Et c'est une femme, je crois, qui justement va t'entraîner vers les métiers dont nous allons parler maintenant. Le Richard Cassonnet, énergéticien, deuxième phase de sa vie. Je crois que tu te fais opérer pour une hernie. Et là, tu rencontres une femme qui te prépare à cette opération. Il y a eu aussi le décès de tes amis. Et là, il va y avoir ce changement de vie radical. Voilà, il y a ce changement de vie. Alors les amis, c'est important. C'est-à-dire les 5 personnes qui meurent en l'espace de 3 mois, ça a été un choc. Certains, je les ai accompagnés au téléphone quelques heures avant qu'ils meurent, donc ça a été pour moi particulièrement difficile. Et j'étais comme eux. Là, je buvais, je fumais, je mangeais beaucoup. Et là, prise de conscience. Donc j'ai dit, le 6e, c'est moi. Cette femme s'appelait comment? Martine. Elle est toujours vivante et c'est une amie de longue date. Elle se connaît depuis 40 ans. Et elle faisait des choses particulièrement bizarres à des amis parce qu'ils allaient se faire opérer. Elle faisait des massages énergétiques. Mais je ne savais pas trop ce que c'était. Moi, ce n'est pas mon univers. Je suis très cartésien au départ, donc ça ne me parlait pas du tout. Mais avant l'opération, j'étais pas très fier, comme beaucoup de garçons. On n'est pas très fier quand on passe sur une table d'opération. Et là, je lui ai demandé de me faire un massage pour m'aider à être plus cool. Elle m'a dit oui, je veux bien, mais achète-toi une table de massage parce que je ne veux pas me faire mal au dos. Donc j'ai acheté une table de massage. Elle m'a fait cette technique qui m'a énormément détendu. Il s'est passé quelque chose qui a été une révélation pour moi. À la fin du massage, plus rien ne pouvait m'arriver. J'étais protégé. Bon, chose bizarre. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 52 ans. 52 ans. 52 ans. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je me suis endormi, j'ai passé une nuit extraordinaire. J'ai transpiré pendant la nuit, beaucoup, et le matin, je me suis réveillé. Je suis parti à l'hôpital. Rien ne pouvait m'arriver. Donc les infirmières ont plaisanté avec moi. Moi, je m'amusais avec elles. Est venu le médecin anesthésiste se demandant ce qui se passait, pourquoi il y avait cette ambiance. Le chirurgien qui venait m'opérer, donc il y avait beaucoup de monde autour de moi, j'étais super content, je ne pensais pas du tout à l'opération, et surtout je faisais confiance. Donc la peur avait disparu parce que j'avais confiance. Je me suis endormi, l'opération s'est bien passée, je me suis réveillé très bien. Par la suite, donc tous les jours j'avais une infirmière qui venait pour nettoyer les plaies, sans problème, et le 4e jour, elle fait « Ah, t'as une plaie qui est vraiment vilaine, il faut appeler le chirurgien pour t'opérer, pour aller nettoyer tout ça. » Et là, à nouveau un peu stressé, puis Martine revient, elle passe me voir, me faire un petit coucou, elle me dit « Mais t'as l'air tendu ». Je lui dis « Oui, je dois revoir le chirurgien, ça c'est pas très bien, etc. » Elle me dit « Est-ce que tu veux que je te refasse un massage? Ça te fera dormir, ça sera très bien. » Ok. Donc elle me refait un massage. Je repasse une nuit, je suis détendu. Le lendemain matin, l'infirmière arrive et puis elle fait « Ah !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? La plaie a disparu, enfin tout est propre. » Et là, pour moi, ça a été une révélation. Étant cartésien, j'ai dit, attends, c'est quelque chose que je ne comprends pas, enfin voilà. Et après, j'ai voulu apprendre, j'ai voulu savoir. Tu as abordé, tu as dit un mot qui est tout à fait évident, puisque nous allons maintenant parler évidemment si tu veux, on parlera essentiellement de ton métier de coach, mais finalement on le fera après. On va d'abord commencer par ces thérapies douces, alors les thérapies par le son, la sonothérapie, on va éluder la sylvothérapie parce qu'on ne pourra pas en si peu de temps parler de tout cela. Venons-en à la sonothérapie. Tu parlais de cartésianisme. Pour penser qu'on peut être soigné par les sons, il faut peut-être oublier son côté cartésien, européen, parce que ces techniques-là de soins viennent de loin, viennent d'Asie. Moi, j'ai eu la chance d'assister ici, dans ces lieux, à une séance de bain de gong, et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a un profil spécifique de gens qui croient en ces thérapies? Alors, il n'y a pas besoin d'y croire. Il faut simplement laisser faire. Oui. Alors, les bols tibétains, par exemple, ce sont des choses qui sont connues maintenant ici, qui vont être efficaces, qui vont relaxer, qui vont détendre le corps. La vibration, le bol posé sur le corps va dégager une vibration sur l'ensemble du corps et va apaiser les organes internes. Lorsqu'on travaille sur le ventre, en particulier, deuxième cerveau, il y a une communication qui se fait avec les deux cerveaux. Qu'est-ce que tu soignes avec ça, concrètement? On va soigner surtout des maladies qui ont un rapport avec le stress, en général. Mais ça peut être des maladies physiques. Excuse-moi de te le dire, mais je pense que la période actuelle va te faire gagner beaucoup de clientèle, parce que je crois qu'il y a 40% des jeunes qui se disent stressés, voire dépressifs après cette terrible année du Covid-19. Alors, les jeunes, c'est encore autre chose, parce qu'ils vivent différemment de ce que moi je vivais. Ils ont de nouveaux outils de communication. La relation entre deux personnes existe beaucoup moins. On est sur des outils.
différents. Tu as des jeunes qui viennent te voir? Oui, j'ai des jeunes. Ah, mais ma clientèle va de 7 à 97 ans. Y compris pour la sonothérapie? Alors, la sonothérapie, j'évite avec les jeunes, qui sont très demandeurs. Ouais. Je les fais venir. Je prends les gens à partir de 18 ans, en général, surtout pour les bains de gong. Pour les bains le travail fait avec les bols tibétains, un enfant tout petit, le son étant beaucoup plus accessible, beaucoup plus doux, même les petits peuvent apprécier. Les enfants aiment la musique, même dans le ventre de la maman, le bébé déjà réagit au son. Le bébé réagit au son. Donc il doit être demandeur. Après, sinon, je prends les gens à partir de 18 ans, parce que là, ils sont matures, surtout pour le gong, dont on va parler par la suite. Tu étais perfectionniste dans ton métier de la pub, tu l'es aussi dans celui de coach de vie, puisque évidemment, ce que tu dispenses aujourd'hui, tu l'as appris toi-même. Tu es parti en Asie, tu as fait des stages. En ce qui concerne les bains de gong, on va en parler tout de suite si tu veux, où as-tu appris à taper sur les gongs comme je t'ai vu le faire et à savoir les utiliser? Parce que ça a l'air très facile comme cela, mais tu ne vas pas utiliser n'importe quel son, hein, tout est calculé dans ce que tu fais, sur des séances qui durent, les bains de gong, près de 3 heures. Hein. Il faut le dire. Voilà, alors le bain de gong traditionnel, c'est 45 minutes. Ouais. 45 minutes, c'est une technique qui a été mise au point par Yogi Bhajar, qui est un Indien, qui a développé le yoga Kundalini aux États-Unis, dans les années 70-80. C'est une technique que moi j'ai repris, j'ai fait beaucoup de formations là-dessus, enfin beaucoup, j'ai fait 5-6 formations là-dessus, et après, bien entendu, c'est la pratique. Et c'est instinctif. Ça veut dire qu'on se met en résonance, nous-mêmes, le gongeur, bon, c'est un nom qui n'est pas très joli, mais celui qui joue du gong est un gongeur, et celui qui le reçoit, c'est un receveur, voilà, tout simplement. On doit raisonner avec l'instrument. C'est-à-dire que je ne sais jamais ce que je vais faire quand je vais commencer un bain de gong. Ça va dépendre de l'atmosphère qu'il y a, ça va dépendre des gens, du nombre de personnes et de mon état. Et lorsque je rentre là-dedans, le but c'est d'amener tous les participants avec moi quelque part. Et il y a une scénarisation. Tu as ce costume blanc qui nous vient de l'Inde, que tu t'es fait fabriquer. Il y a un personnage, Richard Cassounet aussi, avec le petit catogan, il faut l'imaginer, c'est un personnage très différent de celui que tu es aujourd'hui. Tu n'es absolument pas... On aurait pu d'ailleurs faire l'émission oui, dans une autre ça aurait pu s'imaginer. Avec des cheveux longs, là, tu as la tenue finalement des années 70 quand tu étais roi de la pub, mais c'est voilà, pas celle que tu utilises. C'est pas celle-là. C'est voilà. pas celle que j'ai toujours. Oui. Ça, c'est la tenue que j'ai lorsque je suis coach, thérapeute. On va en parler. Voilà. Là, c'est autre chose, effectivement. Donc la tenue blanche, effectivement, c'est la tenue des gens qui font le yoga Kundalini. Oui. Donc c'est cette tenue blanche que je reprends quand je fais des bains de gong d'1 heure. Lorsque je fais des bains de gong, ma spécialité, j'ai beaucoup travaillé et je travaille beaucoup avec la Lune. Okay. Ça, c'est très important, parce que la Lune a une influence sur l'eau. Oui. Notre corps est fait à 70% d'eau, donc les marées sont influencées par la Lune et notre corps est influencé. Il y a une temporalité des bains de gong. Tu ne les fais pas à n'importe quel moment. Alors, je les fais avec les clubs de yoga, oui. N'importe quand. Alors, je reste sur un 45 minutes. Ouais. Voilà, tout simplement. Par contre, les bains de gong pleine lune, là, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je vais jouer pendant 4 heures. Je fais aussi des opérations qui vont durer toute la nuit. Okay. Voilà. L'hypnose, parlons-en un petit peu aussi. Ça, c'est une technique que tu maîtrises, à laquelle tu t'es formé. Déjà, on va distinguer clairement l'hypnose telle que tu la pratiques, l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose de spectacle, telle que par exemple l'a pratiqué notre pote commun Jean-Claude Marché sur Bordeaux, ou Mesmer, évidemment, qui fait des spectacles extraordinaires dans le monde entier. Est-ce qu'on est en situation de sommeil lorsqu'on est hypnotisé? Non, pas du tout. Déjà. Alors, l'hypnose est un état de conscience modifié. Mais on se met en hypnose plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Oui. Par exemple, lorsqu'on conduit une voiture, vous partez d'un point A à un point B, Oui. et vous dites « Oh, je suis déjà arrivé ». Et le temps du trajet, vous étiez en état d'hypnose. C'est-à-dire que vous voyez les choses, vous étiez là, ailleurs, dans une autre pensée, quelque part, mais pourtant vous étiez vraiment présent. C'est la même chose lorsqu'on regarde un film. Vous rentrez dans le film. On est dans le film. On vit l'histoire qui se passe dans le film. On est dedans. Donc on est en état d'hypnose. Lorsqu'on lit, quand on rentre dans la lecture, et toi qui écris, Ouais. tu comprends bien ce que je dis,
quand on rentre dans ce livre, on est en état d'hypnose. C'est-à-dire qu'on est présent tout en étant ailleurs. Donc on n'est pas dans un état de sommeil profond. Pas du tout. Et ni de sommeil du tout. On entend tout ce qui se passe autour, mais par contre, on va ouvrir notre inconscient. La différence entre le bain de gong, c'est qu'on va avoir des séances collectives, alors que l'hypnose, tu vas avoir une clientèle individuelle dans l'ensemble. Toujours individuel parce que c'est une thérapie. Moi, je pratique l'hypnose ericksonienne et l'hypnose... Erickson, c'est un Suédois, je suppose. Voilà. Pardon ? C'est un Suédois, Erickson. Non, c'est un... en tout cas, nordique. Voilà. Voilà. On va dire un anglophone. Voilà. Et cette hypnose-là est une hypnose thérapeutique. Donc rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Je fais aussi l'hypnose humaniste, c'est-à-dire de façon à ne pas blesser les gens. On ne pose jamais de questions sur des traumas qui sont arrivés, par exemple. Un trauma qui est arrivé, je ne vais jamais demander à une personne comment s'est passé son viol. On va parler de l'émotion et on va transformer l'émotion. Pour vous expliquer clairement. Par exemple, une variante de l'hypnose qui est le MDR, pour soigner plus particulièrement les traumas. Quand vous étiez petit, tu t'es peut-être coincé les doigts dans un tiroir ou dans une porte. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé ? Bien sûr, comme tout le monde. Non, oui. Tu as eu mal quand tu t'es fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as mal ? Non, bien sûr que non. Tu as plus mal. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la douleur qu'on a eue à une certaine époque, on va complètement l'oublier, mais on se rappellera de ce qui nous est arrivé. Mais sur un viol, par exemple, c'est la même chose. On ne va plus penser au viol. C'est pas un refoulement. On a accepté. Voilà, on a accepté la chose. On a accepté la chose et elle devient tout à fait secondaire. La présence, on se rappellera toujours qu'on a été violé, mais il n'y aura plus la douleur. Et c'est ça. Le travail que l'on peut faire, c'est ça. C'est d'accepter les lourdeurs de la vie, les faire disparaître, les faire diminuer le plus possible pour avoir une belle vie, vivre le moment présent le plus possible. Sonothérapie, hypnose, mais ta grande spécialité, c'est le coaching thérapeutique. On est dans une société où on a besoin d'être coaché de plus en plus. Ce sont des métiers qui n'existaient quasiment pas il y a 30 ans. C'est nouveau. Et là, je pense que tu dois pouvoir utiliser toute ta carrière précédente dont nous avons parlé initialement, parce que tu as connu plusieurs vies dans la même vie, on va le dire en quelque sorte. Alors, il y a le travail, bien sûr, de celui qui a appris à coacher, mais il y a ton expérience personnelle et j'imagine que tu dois en faire profiter ta clientèle. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est vrai que le travail du marketing, mettre en place des stratégies, c'est ce que je fais aussi avec des patients. Mettre des stratégies en place pour arriver à aller sur des objectifs. Déterminer des objectifs avec le client. Des objectifs atteignables et réalisables. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on a des objectifs qui sont trop loin, c'est du rêve, et là, on ne peut pas arriver à des choses concrètes. Donc le coach, c'est quelque chose de très carré. Un objectif déterminé, accepté, réalisable. Déterminer aussi tous les obstacles qu'il va y avoir pour atteindre cet objectif. Aider le client à dépasser ces obstacles et mettre en place pour lui des stratégies et des outils. Et l'accompagner aussi dans la mise en œuvre de ces outils. Et une réussite garantie ? Parce que dans toutes ces thérapies dont nous venons de parler, quel est le niveau de certitude, de garantie que tu vas offrir à celui qui vient te voir ? Alors, je vais dire 90%, parce que je sais à la première séance si le feeling va passer entre les deux personnes. Tu as parlé du mot de confiance. Oui. Que ce soit pour les bains de gong, que ce soit pour la sylvothérapie dont on n'a pas parlé, ce qui se passe dans la forêt, en extérieur, que ce soit pour l'hypnose, a fortiori, que ce soit pour le coaching, il faut que ça accroche avec la personne que tu as en face de toi. Tout à fait. Il faut que la personne ait confiance. Tu dialogues beaucoup. Dans le thérapeute. Important. Et j'écoute surtout beaucoup. Parler très peu, j'écoute beaucoup. Et après, je mets en place des outils que je propose aux clients. Je ne dis pas patient parce que je ne suis pas médecin, mais aux clients. On doit te le reprocher quelquefois, cela. Parce que quelque part, tu marches un peu sur les plates-bandes des médecins, des psychothérapeutes, par exemple, des psychologues. Alors, mais pas les psychiatres. Parce que toutes les maladies psychiatriques sont des choses que je laisse aux psychiatres, bien entendu. Et tu le sens immédiatement s'il y a une vraie maladie. Alors, je pose des questions. Si les gens sont suivis par un médecin, bien entendu, ils continuent le travail fait avec le médecin. Moi, je ne suis qu'un complément. Et souvent, je travaille avec des médecins. Je travaille souvent avec des médecins. Tu t'es fait connaître globalement de tous les médecins de Bordeaux et de la région ? Non, parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires, il y a des gens qui sont ouverts. J'ai des médecins
comme patient, j'ai des psychiatres comme patient, comme client. Ah, ouais. J'ai des psychiatres qui viennent, oui, effectivement. J'ai dans le milieu médical beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils en savent les effets. Il y en a certains, effectivement, qui me mettent en contact avec des patients à eux, parce que là, je vais travailler la respiration, je vais amener des techniques complémentaires qui vont permettre de gérer le mental, le corps, la pensée et le corps. Faire à la synthèse des deux, ce qu'on retrouve dans la médecine chinoise, par exemple, en Asie. On retrouve cette philosophie. Malheureusement, cet entretien s'achève, mais je crois que tu vas faire autre chose qui te permettra de mieux présenter ton activité aujourd'hui. Richard Cassonnet, on était super content que tu sois avec nous. Un des derniers invités de l'année 2020, mais il y en aura d'autres, incontestablement. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, et il est très important de le préciser. Tu es dans l'ouvrage que j'ai écrit, Passion et rencontres girondines, qui sort dans toutes les grandes librairies bordelaises, chez Mola en particulier. Et j'avais fait un portrait qui est assez proche de celui que tu viens d'élaborer avec nous pendant une trentaine de minutes. Coach de vie, Richard Cassonnet le sera. Gageons qu'il aura beaucoup de travail en 2021 parce que tous les gens qui vont pas très bien, ce sont des clients susceptibles de venir te voir. Les rencontres de Christophe, eh bien, ça va continuer, ce sera en 2021. On a un petit programme, on a des invités, effectivement, on ne peut pas vous en parler, on va vous surprendre assurément. Suivez-nous sur Aki Télé, il y a plein de choses que vous allez aimer et qui vont vous faire passer une année formidable. Salut, bonne année à tous.